Bonsoir à tous. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Isabelle Scheffer, qui est allemande, qui vient de Bonn et qui va nous parler du point de vue allemand sur, grosso modo, le Maghreb. Elle est universitaire, elle est chercheure. Je ne m'aventurerai pas dans la lecture de ton institut en allemand, sinon ça risque d'être la catastrophe. Ce que je sais d'elle, surtout, bon, elle est enseignante aussi en relations internationales à Humboldt, mais ce que je sais d'elle surtout, c'est que nous nous sommes connus il y a plusieurs années, alors qu'elle résidait en Tunisie, où elle a séjourné pendant 3 ans. Et effectivement, son champ d'application, de recherche, de réflexion, c'est le monde arabe, et spécifiquement le Maghreb, et spécifiquement, je dirais, par attachement personnel, parce qu'elle s'y est beaucoup investie, la Tunisie. Donc aujourd'hui, elle a élargi ses préoccupations en parlant des problèmes cruciaux que sont les jeunes, le chômage, l'émigration, bien sûr. Donc elle a un panel très riche de recherche sur des sujets extrêmement sensibles et je pense qu'elle va vous intéresser. Isabelle, je te laisse le manche. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci pour l'introduction et l'invitation. Je suis enchantée d'être ici à Marseille, en plein Méditerranée. Et je m'excuse à l'avance pour mes fautes de français, donc ayez un peu de patience. J'ai préparé une présentation donc, sur la politique de développement de l'Allemagne en Afrique du Nord depuis l'année 2011, donc la grande date charnière dans cet espace. En réaction à la première vague d'enthousiasme sur le printemps arabe, en 2011, la politique allemande de développement a rapidement intensifié tous ses efforts et ses moyens financiers, surtout pour les relations avec les pays dits en transformation, tels que, à l'époque, en 2011, la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie et la Libye. Tout comme les autres partenaires internationaux, par exemple dans le cadre du partenariat de Deauville initié par la France. Étant donné que les développements politiques et violents depuis 2011 dans plusieurs pays de la région MENA, les activités donc, étant donné que les développements ont été très violents, par désarroi, aujourd'hui, tous les efforts se concentrent plus ou moins sur la Tunisie, qui reste le seul porteur d'espoir en termes de démocratisation dans la rive sud. Et ça, c'est aussi le discours officiel ou la notion officielle donc du ministère de la coopération économique et du développement. On parle de la Tunisie en tant que porteur d'espoir. Pendant ce temps, la coopération de développement avec les autres pays de la région a été suspendue, notamment avec la Libye et la Syrie, ou bien elle continue d'être poursuivie dans des domaines très classiques et techniques, tels que l'eau, l'environnement, les déchets ou la gouvernance. Plus récemment, en raison de la crise actuelle des réfugiés, le sujet de l'engagement contre les causes de la migration revient sur le devant de la scène. Depuis la crise migratoire déclenchée par l'arrivée en masse des réfugiés syriens, mais aussi irakiens, pakistanais et afghans en Allemagne, la politique allemande de développement est partiellement devenue une cible de critique aussi et se voit confrontée à de nouveaux défis. On lui reproche notamment de ne pas avoir fait assez pour empêcher ou pour voir, on parle de combattre, entre guillemets, combattre les causes de la migration, que ce soit au Moyen-Orient, en Afghanistan ou en Afrique du Nord, ou bien en Afrique subsaharienne. Bien que les causes des mouvements migratoires peuvent être très multiples et varient largement entre pays et sociétés,
Il se pose par exemple la question de la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim ou bien contre les inégalités et les problèmes socio-économiques. Mais dans la plupart des cas actuels, ce sont notamment la guerre et les conflits armés qui font fuir les individus des pays comme de la Syrie ou de l'Irak ou l'Afghanistan et bien d'autres. Donc il est important de souligner, à mon avis, que les moyens et les outils de la politique de développement connaissent bien des limites face à ce genre de conflits armés. C'est autour de cette interconnexité ou interdépendance entre les enjeux migratoires, de sécurité et de développement que j'aimerais donc développer quelques idées ce soir. Mais avant cela, permettez-moi de présenter quelques informations ou remarques plutôt générales sur la politique allemande de développement, notamment sur la coopération bilatérale. Donc, je vais d'abord donner quelques remarques sur la coopération bilatérale, ensuite multilatérale et ensuite sur ces enjeux d'interdépendance. Par rapport aux tendances ou caractéristiques de la politique allemande de développement, on peut voir que, contrairement à d'autres domaines politiques, cette politique allemande de développement, par principe, elle est fortement soutenue par la population et par l'opinion publique, c'est-à-dire environ 80% de la société allemande sont très en faveur de cette politique et sont même en faveur d'augmenter encore plus les fonds financiers pour la coopération. Même si le budget du développement reste toujours en dessous des 0,7% du revenu national brut, ce qui est l'objectif officiel du gouvernement allemand, mais aussi de tous les États membres de l'Union européenne. Et l'Allemagne est aujourd'hui à peu près à 4,7% donc du revenu national brut en 2014. Donc, il y a encore la marge de manœuvre d'augmenter, mais en même temps, quand on regarde les chiffres totaux, la somme est assez énorme. Et l'Allemagne est aussi parmi les 3-4 premiers bailleurs de fonds sur le plan mondial en termes de développement, derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne. En 2013, l'aide au développement de l'Union européenne, prélevée sur les fonds européens et sur les budgets nationaux des États membres, ce budget totalisait 56 milliards d'euros. Cette somme correspond aussi à peu près 0,43% du revenu national brut sur le plan européen. Les priorités régionales pour l'Allemagne sont plus ou moins le continent africain. Donc la plus grande partie des fonds va vers l'Afrique, c'est-à-dire 1/3 et 2/3 vers d'autres régions du monde. L'Afrique est aperçue de la part des décideurs politiques d'un côté comme un continent avec un potentiel économique énorme, souvent sous-estimé, notamment en termes de croissance économique rapide, classe moyenne émergente, en termes de démographie ou de ressources naturelles et d'agriculture. Mais aussi, l'Afrique est aussi aperçue comme un continent d'instabilité et de risque, voire même de menaces, non seulement pour l'Allemagne et pour l'Europe, notamment en termes de migration incontrôlée, en termes de terrorisme, piraterie ou crime organisé. Le ministère du Développement distingue entre les deux grandes sub-régions, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et donc, à part l'Afrique, les autres priorités régionales sont l'Asie, notamment l'Afghanistan, et l'Amérique du Sud joue un rôle plutôt moins important car l'Allemagne a très peu d'intérêt économique et politique dans cette région. Concernant les approches
où les principes de la politique allemande de développement, elle est plus ou moins elle est moins conçue comme une aide humanitaire, mais plutôt comme un soutien à l'aide à soi-même. Donc la notion allemande, c'est Hilfe zur Selbsthilfe. Et une citation très connue pour ça, c'est donner une canne à pêche plutôt que donner un poisson. Elle est entendue comme un accord entre partenaires égaux, au moins en théorie, et tous les deux partenaires profitent dans le cas idéal mutuellement de cette coopération dans le sens d'un établissement d'une situation win-win. Mais bien sûr, l'Allemagne utilise aussi cette politique afin de promouvoir ses propres intérêts économiques et politiques, tout comme le font tous les autres États membres de l'Union européenne. L'objectif est aussi de préparer le terrain pour une coopération économique plus étroite à moyen et long terme, et notamment quand un pays passe à la prochaine étape de développement ou devient un pays émergent. En fonction des différents partis politiques, nous pouvons aussi distinguer grosso modo deux approches très différentes, soit une approche plutôt sociale, avec un focus plus grand sur les besoins des pays en voie de développement. L'idée est de soutenir les réformes structurelles, mais que ce soit la responsabilité des pays mêmes de mettre en œuvre et de réfléchir à ces réformes structurelles, alors que les pays de l'OCDE et donc l'Allemagne sont plutôt responsables pour la réforme des organisations internationales de finance et de commerce et de créer un bon cadre international qui permette aux pays en voie de développement de développer leur potentiel. Aussi, la lutte contre la pauvreté est un élément essentiel de cette approche. L'autre approche est plutôt économique, avec un focus sur les dimensions économiques et sur la sécurité d'énergie. L'idée est que le soutien financier du FMI et de la Banque mondiale leur permet aux pays d'imposer des conditions et des réformes structurelles en contrepartie d'une remise ou annulation des dettes. Et cette approche souligne aussi l'importance de poursuivre les intérêts économiques allemands et d'intensifier la coopération avec les pays émergents. Ici, l'accent est plutôt mis sur l'innovation économique et sur l'instrument des public-private partnerships. Et la coopération ou le développement du secteur privé dans ces pays. Les deux approches ont en commun la conviction centrale que le développement économique et l'amélioration des conditions sociales mènent à la stabilité, la sécurité et la paix. Encore d'autres écoles mettent l'accent plutôt sur l'implémentation des concepts des Nations Unies, tout en faisant une combinaison de plusieurs sujets, comme par exemple la création d'emplois verts basés sur une économie verte et les villes intelligentes, smart cities, ou bien la sécurité des ressources d'eau, les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire. Outre ces approches, il y a plusieurs débats qui préoccupent les experts en développement en Allemagne, et sur le plan global aussi, évidemment. Donc, c'est surtout la question du nombre croissant de bailleurs de fonds sur le plan global et aussi le changement de caractère des bailleurs de fonds, comme notamment les pays du Golfe, ou la privatisation des bailleurs de fonds comme la Bill Gates Foundation. Et quel est l'impact donc, de ces changements sur le développement des pays ou aussi surtout la coopération et la façon de coopérer. Aussi le caractère changeant des pays, soit en développement, parce qu'une bonne partie n'est plus en développement, mais déjà devenu un pays émergent. Donc, comment adapter en fait la coopération aujourd'hui à ces changements. Un deuxième débat porte sur l'implémentation efficace de la politique de développement et toutes les questions d'évaluation, parce qu'au passé, on a vu que
des millions de fonds ont été mal utilisés ou n'ont pas été utilisés d'une manière efficace, mais aussi surtout du côté des bailleurs de fonds, c'est-à-dire il n'y a pas eu de suivi systématique. Et depuis quelques années, il y a toute une explosion de méthodes d'évaluation, que ce soit à la Banque mondiale, mais aussi à la GIZ, etc. Donc l'aspect d'évaluation est devenu énormément important. Le troisième débat porte finalement sur les défis mondiaux en termes de développement et quel est leur impact aussi sur la forme de coopérer. C'est-à-dire des défis comme le changement de climat ou les inégalités ou questions de sécurité qui ont des dimensions globales. Donc, quelle est en fait quelle est la vision pour la coopération au-delà de l'aide, beyond aid? C'est tout un débat scientifique aussi. Qu'est-ce qui se passe après l'aide en fait? Ou comment on va passer de cette approche ancienne de l'aide à la solidarité. Mais il n'y a pas encore de réponse convaincante pour le moment. Donc on est au début de ce débat, je pense. Donc on arrive à la coopération bilatérale. Je ne sais pas, probablement on n'arrive pas à lire. Bon, commençons avec ça. Donc environ 2/3 du budget pour le développement sont alloués dans le cadre de la coopération bilatérale et 1/3 dans le multilatéral. Après 2011, en réaction au printemps arabe, le ministère, donc le titre officiel, c'est ministère de la coopération économique et du développement, BMZ en allemand. Et je vais continuer à parler du BMZ. Donc c'est le ministère. Il a intensifié ses activités, notamment en lançant une initiative spéciale MENA, qui est une sorte de programme horizontal pour toute la région MENA. En même temps, le ministère des Affaires étrangères a lancé des partenariats de transformation qui étaient destinés en particulier aux pays où il y avait un changement de régime, comme en Tunisie, l'Égypte, et le Yémen au début. Peu à peu, donc, ces mesures se sont restreintes sur la Tunisie en raison des développements politiques et ces partenariats vont durer jusqu'en 2017 et on réfléchit maintenant, est-ce qu'on peut continuer à travailler avec la notion de transformation parce qu'on a l'impression qu'il y a plutôt un pas arrière en termes de démocratisation dans quelques pays. Donc peut-être ça va être remplacé par partenariat économique tout simplement ou partenariat de coopération. Ce n'est pas encore décidé. Mais pour revenir à l'initiative spéciale MENA, l'approche de cette initiative consiste surtout à trouver des réponses aux questions: quelles sont les influences globales sur la région MENA? Comment trouver des nouveaux chemins de coopération avec ces pays, comment redéfinir un contrat social surtout pour les sociétés, ou comment soutenir la redéfinition de ce genre de contrat social et comment soutenir l'intégration des pays MENA dans l'économie mondiale. On distingue grosso modo entre deux catégories de pays partenaires, ce qui est très réducteur, mais pour faire vite, donc on distingue entre les États qui se retrouvent dans un état de conflit ou de guerre, comme la Syrie, Liban, le Yémen, l'Irak, la Libye et les territoires palestiniens, et puis les États entre guillemets stables ou survivants, en Égypte, Tunisie, Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et la Jordanie. Les sujets en question qui préoccupent le plus sont donc pour les États qui se retrouvent en conflit,
comment empêcher que d'autres États tombent aussi dans la fragilité ou dans une guerre civile, ou comment éviter qu'ils implosent, merci. On pense là notamment où il y a des craintes pour l'Égypte, mais aussi pour la Tunisie, la Jordanie et le Liban. Comment soutenir l'établissement des nouvelles structures étatiques, par exemple en Libye, après le conflit? Comment développer de nouvelles approches pour la politique future d'Allemagne et de l'Union européenne envers la région? Et concernant les États survivants, entre guillemets, quels sont les scénarios de transformation démocratique? Comment soutenir une meilleure gouvernance pour un nouveau contrat social? Comment redéfinir les politiques sociales et économiques surtout? Et comment redéfinir la politique énergétique, notamment par rapport à une réduction des subventions d'énergie? Et finalement, oui, comment redéfinir là aussi la politique allemande et européenne de développement? Aujourd'hui ou actuellement, l'Allemagne est présente dans 11 pays de la région MENA avec environ 400 millions d'euros par an. Donc, ça fait qu'elle est apparemment le deuxième bailleur de fonds après les États-Unis dans la région MENA. Et les objectifs, ça c'était plus ou moins les objectifs officiels ou de discours du ministère. Et évidemment, les objectifs politiques implicites derrière sont aussi la volonté politique d'éviter qu'une nouvelle vague de migrants ou de réfugiés de plus se met en route venant de l'Afrique du Nord vers l'Europe ou l'Allemagne. Et on souhaite stabiliser la sécurité dans la région tout en offrant des opportunités d'emploi sur place. Un autre objectif est de renforcer la propre position économique en Afrique du Nord, aussi en concurrençant par exemple la Chine qui est de plus en plus présente au Maghreb, et contribuer à la formation et au renforcement de l'agenda et des institutions internationales, du développement et du système de gouvernance globale. Donc, les objectifs de coopération bilatérale sont normalement définis ensemble avec les pays individuels en Afrique du Nord pendant des consultations internationales, intergouvernementales, sous forme de stratégie par pays et aussi sous forme de stratégie par région. Mais depuis 2011, on est toujours en train d'élaborer une stratégie pour la région MENA parce qu'elle est tellement en train de changer si rapidement qu'on n'a pas encore trouvé une vraie réponse régionale, disons, ou de stratégie. Ainsi, les priorités les priorités classiques de la politique allemande de développement en Afrique du Nord restent les mêmes qu'avant le printemps arabe. Donc, c'est surtout des domaines assez techniques comme le secteur d'eau. L'eau est devenue non seulement un sujet de conflit interétatique, mais aussi par rapport à la démographie ou le changement de climat et les méthodes intensives d'agriculture surtout. C'est devenu un vrai enjeu et l'Afrique du Nord sera une des régions les plus touchées par le changement de climat en termes de sécheresse. Donc, c'est un domaine assez important. L'énergie aussi, la consommation en énergie au Maghreb va augmenter énormément dans les prochaines années, alors que les ressources énergétiques sont en train de diminuer. Donc là, l'Allemagne investit beaucoup dans les énergies renouvelables. Le développement économique durable dans le sens de développement du secteur privé, car le secteur public est trop ou très présent, ou trop important dans la plupart des pays maghrébins.
et la présence des entreprises publiques. Donc, il y a une approche de développer le secteur privé pour dynamiser l'économie. La création d'emplois pour la jeune génération est évidemment une des priorités aussi, et d'accroître la compétitivité des économies. Enfin, l'éducation. Les pays du Maghreb ont beaucoup investi ces dernières décennies même dans l'éducation. Et quand on regarde les rapports sur le développement, Arab Human Development Report, etc., les indices ont beaucoup augmenté. Mais malgré tout, la qualité de la formation n'est souvent pas adaptée aux demandes des marchés d'emploi. C'était un des grands constats après le printemps arabe, que finalement, il y a eu beaucoup de quantité d'éducation, mais pas assez de qualité d'éducation, ce qui fait aussi qu'environ 25% des jeunes entre 15 et 24 ans sont aujourd'hui au chômage, et 25% sont ni dans une école ni dans un emploi. Et puis, il y a aussi la grande question de skill mismatch, l'inadéquation des compétences, qui est devenu un sujet très important. Donc, l'Allemagne s'engage dans la formation professionnelle et les réformes d'éducation pour offrir quelques réponses à ces défis. Mais à part ces 4 priorités, évidemment, il y a des centaines de projets dans tous les domaines du développement, que ce soit la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire ou la protection de l'environnement, que je ne vais pas nommer maintenant. Quant aux instruments, on distingue entre la coopération technique, TZ, et la coopération financière, FZ. La coopération technique consiste surtout dans des consultances. On pense qu'il y a environ 2000 consultants actifs en Afrique. Avant tout, des consultants pour les administrations, mais aussi pour des compagnies privées. Mais aussi la fourniture d'équipements et des expertises. La coopération technique est surtout implémentée par la GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. C'est un peu l'équivalent de l'Agence française de développement. Et la GIZ devient active sur la base d'accords interétatiques et en général sur demande du pays concerné. Cet instrument permet de promouvoir à la fois le transfert du know-how allemand dans les domaines de solutions techniques et dans l'économie et de la gestion. La coopération financière est coordonnée par contre par la KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, donc c'est une banque étatique qui prévoit des prêts ou des crédits de développement qui sont accordés selon la nature des investissements. Il y a plusieurs catégories. Avant tout, des prêts pour des projets économiques de développement comme des infrastructures, protection de l'environnement, mais aussi beaucoup de support pour le secteur financier. Et on peut ainsi en fait combiner des projets de business allemand avec la politique de développement. Et cette banque KfW finance environ 1800 projets dans plus de 100 pays dans le monde. Enfin, il existe depuis 2013 le concept sectoriel, qui est une sorte de combinaison de la coopération technique et financière, et qui est aussi implémentée par la GIZ, c'est-à-dire elle est surtout axée sur le développement d'un secteur industriel précis et permet donc à la fois de soutenir l'entrepreneurship, les entrepreneurs, la participation des femmes dans l'économie. Et pour les compagnies au Maghreb,
Elle permet de créer des opportunités à ce que les petites et moyennes entreprises puissent produire une partie du cycle de la production et prendre en charge progressivement différentes étapes de la production. Ainsi, on souhaite promouvoir la création d'emplois et de développer de nouvelles filières d'économie et évidemment aussi de transférer les technologies allemandes. Quelques mots sur les acteurs, les principaux acteurs de la politique allemande de développement. Donc, l'institution la plus importante reste le ministère BMZ avec environ 1000 employés et qui est basé surtout à Bonn, mais il y a aussi une dépendance à Berlin. Et c'est intéressant de voir que ce ministère est un des rares qui est resté à Bonn, en fait. Après la réunification, la plupart des ministères ont déménagé de Bonn à Berlin, à la nouvelle capitale, mais il y a eu un contrat entre les villes et le Bund pour assurer la survie, disons, de la ville de Bonn. Donc, on a décidé que toutes les institutions liées au développement vont rester à Bonn. Et ça fait qu'il y a aussi beaucoup d'allers-retours entre Bonn et Berlin, comme entre Strasbourg et Bruxelles, par exemple. Ça fait aussi, en partie, on peut dire que les acteurs importants du développement sont un peu écartés de la vie politique de la capitale. Mais ce ministère, il co-décide de la politique de développement et dispose du budget le plus important, 7 milliards d'euros en 2014 quand même. Le BMZ est aussi un instrument politique important sur le plan de la politique intérieure. Souvent, ce poste de ministre est un enjeu de négociation entre les partis politiques concernant les gouvernements de coalition. Et le poste permet aux petits partis politiques, comme actuellement la CSU, c'est le parti des conservateurs de Bavière, d'avoir une présence internationale et l'attention dans les médias. Le ministre actuel pour le développement, Gerd Müller, donc la CSU, il met un accent sur les sujets humanitaires, les conditions de travail, notamment dans le textile, la sécurité alimentaire et l'agriculture. Il est aussi très engagé dans le débat sur l'avenir de la politique allemande de développement sous le titre La Charte d'avenir. Donc, il y a tout un groupe de réflexion qui travaille sur comment cette politique pourrait se développer sous les conditions nouvelles que j'ai décrites avant. Ce projet est aussi destiné à accroître l'attention de la société allemande ou des citoyens pour les sujets du développement, ce qui est important, c'est-à-dire à les convaincre que la politique de développement commence à la maison, en fait, par les habitudes de consommation, par exemple la volonté d'acheter d'autres produits, fair trade, etc. Et de contribuer aussi à la formulation des objectifs de développement durable, les ODD, qui remplacent les objectifs du millénaire pour le développement depuis janvier 2016. Donc, il a aussi, sous Gerd Müller, le ministère avait la présidence allemande du G7 en termes de développement, et le développement était une priorité de cette présidence qui était de 2014 à 2015. Donc, c'est toujours une occasion aussi de lancer de nouvelles initiatives. Mais oui, pour peut-être... En tout cas, ce qui me semble important, c'est de souligner que ce ministère est un enjeu de politique intérieure assez important. Quel parti politique va avoir ce poste?
Le second acteur important est le ministère des Affaires étrangères. Évidemment, il a une influence importante, notamment sur la définition des critères politiques de coopération avec les pays individuels. Il développe des stratégies interministérielles, notamment dans le cas des États fragiles, comme maintenant la Syrie ou la Libye. Au sein du ministère, il y a aussi plein de départements différents qui s'occupent des questions économiques, développement durable, etc. Donc, il y a presque quelques départements qui existent en double entre le ministère du Développement et le ministère des Affaires étrangères. Et les vraies décisions politiques sont prises au ministère des Affaires étrangères. D'autres ministères sont aussi concernés, comme l'économie, l'environnement, l'éducation et la recherche et bien d'autres. Tous ces ministères ont leur propre département de développement. Ensuite, il y a les commissions parlementaires au sein du Parlement. Aussi, là, il y a plusieurs commissions qui sont concernées pour les affaires étrangères, pour les droits de l'homme, etc. Mais actuellement, il y a une nouvelle génération de parlementaires membres de ces commissions qui apparemment s'intéressent moins aux questions de développement, ce qui fait que leur poids politique en ce moment est assez faible. Ensuite, il y a les États fédéraux, donc Bundesländer, qui poursuivent eux aussi leur propre politique de développement. Et cette dimension fédérale ou le caractère de décentralisation ne rend pas facile donc la cohérence et la coordination entre les différents acteurs. Tous les 16 Bundesländer ont leur propre ligne directrice par rapport au développement. Et c'est souvent, ils sont plutôt actifs dans, par exemple, la distribution de bourses pour étudiants étrangers ou dans des coopérations de petites et moyennes entreprises. Mais ils ont aussi un budget de 722 millions d'euros, ce qui représente environ 7,5% des fonds de développement de l'Allemagne, donc presque 10%, disons. Et ils ont même la compétence de conclure des accords de partenariat entre un Bundesland et un pays. C'est-à-dire, il y a la Bavière qui a signé un accord bilatéral avec la Tunisie, mais aussi la Baden-Württemberg, une des régions ou un des länders le plus fort économiquement, et même la Sarre. Donc, il y a sur le plan des länders des accords indépendants de la coopération fédérale. Et en plus de ça, il y a une vingtaine de jumelages de villes. J'ai vu les villes ici. Donc, il y a une vingtaine de villes allemandes qui ont des jumelages avec des villes au Maroc et en Tunisie surtout. Finalement, il y a la société civile qui est très active, qui est beaucoup soutenue aussi par le ministère de la Coopération, avec surtout des ONG, mais aussi les fondations politiques et les églises catholiques et protestantes. Ils jouent tous un rôle très important dans l'implémentation concrète de la politique de développement. Une grande variété d'ONG, environ 2000, est impliquée. Et pour donner aussi quelques chiffres, les fondations politiques, par exemple, reçoivent 247 millions d'euros par an d'aide ou de soutien, les églises 220 millions d'euros et les ONG 60 millions d'euros pour des projets concrets. Et ces organisations sont soutenues afin de garantir une pluralité politique et la participation de la société civile, mais aussi de garantir des projets de développement à long terme. Dans tous les domaines, de l'écologie aux droits de femmes, aux droits humains, à la corruption, etc.
Et grâce à le travail de ces ONG, il est aussi possible d'établir des contacts avec les sociétés civiles, évidemment, des pays concernés, au-delà des contacts gouvernementaux. On parle d'environ 200 000 personnes volontaires qui sont engagées dans cette coopération de société civile. Donc, tous ces acteurs représentent un réseau extensif d'institutions et d'organisations, ce qui rend la cohérence et la coopération très difficiles et mène aussi à beaucoup de doublement de projets, de programmes, etc. Et il existe quelques tentatives de surmonter ces obstacles à travers des rencontres horizontales entre unités de travail, entre les ministères, entre experts, etc. Mais déjà, le partage de compétences entre les différents responsables, entre les affaires étrangères et le BMZ pose souvent problème. Et ceci aussi dans les ambassades, dans les pays sur place. Bon, il y a la conséquence de cette multitude d'acteurs est aussi une politique de développement parfois peu efficace. Et dans le passé, il y a eu des tentatives de réforme par une réduction du nombre d'acteurs. Par exemple, on a fusionné Invent et la GIZ et la GTZ, et c'est devenu la GIZ. D'autres voies proposent de fusionner la coopération technique et financière dans un instrument, ou bien de réduire le nombre de pays avec lesquels on coopère, ou bien réduire les champs d'action. Mais tout ça, c'est un processus et pour le moment, nous avons tous cette panoplie d'acteurs. Quelques mots sur la coopération multilatérale. Donc, l'Union européenne est le bénéficiaire le plus important de cette coopération multilatérale allemande, suivie par la Banque mondiale et par les États-Unis. L'Allemagne soutient aussi des banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement et aussi d'autres organisations plus petites. Et la coopération multilatérale complémente évidemment la coopération bilatérale, mais elle permet aussi d'utiliser des fonds de coopération dans des pays où il est trop risqué politiquement ou financièrement d'allouer des fonds tout seul. Le principe de win-win est appliqué ici aussi, c'est-à-dire on veille énormément à la conformité entre l'agenda des organisations internationales et l'agenda de la politique allemande. Et au domaine de coopération, dans quelle mesure ces initiatives sont en fait complémentaires à la coopération bilatérale allemande. Le BMZ organise souvent des conférences de bailleurs de fonds internationaux ou des groupes de travail et utilise évidemment ces conférences pour poser un peu ses priorités d'agenda. Et les priorités restent l'eau, l'énergie, l'agriculture alimentaire, développement durable et dans une certaine mesure droits de l'homme et bonne gouvernance. Mais l'Allemagne cherche aussi à pousser les pays émergents d'accroître leur part dans le financement de la coopération et d'influencer les conditions sous lesquelles ces fonds sont dépensés. En réponse à des critiques de l'OCDE, l'Allemagne a essayé de réduire le nombre d'organisations internationales qu'elle soutient aussi. Le dernier exemple de coopération multilatérale était la présidence du G7 l'année dernière avec le partenariat de Deauville, où un partenariat plus approfondi avec l'Afrique a été conclu et dans le cadre de cette présidence, plusieurs grandes conférences internationales ont été organisées, notamment une sur l'emploi, les questions d'emploi en Afrique du Nord, en mettant en réseau non seulement la GIZ et
les partenaires internationaux, mais aussi surtout les pays concernés. Ensuite, les États-Unis, bon, évidemment, l'Allemagne est très active au sein des Nations Unies, dans tout ce qui est développement au sein de l'OCDE et au sein de la Banque mondiale. D'ailleurs, la Banque mondiale va probablement accorder 20 milliards de dollars pour la région MENA pour les 5 prochaines années. Donc, à partir de 2016, 20 milliards pour toute la région. Et la Tunisie seule va recevoir à peu près 1 milliard de dollars par an, ce qui est assez beaucoup. Ou beaucoup. Ok, donc maintenant je viens à cette question pour terminer le débat actuel sur ces interdépendances entre la triade de politique étrangère, politique de défense et politique de développement. Le gouvernement allemand actuel intensifie justement la politique de développement comme une manifestation de vouloir porter plus de responsabilités pour l'ordre mondial. C'est aussi une demande qui vient souvent des États membres de l'Union européenne par rapport à l'importance économique d'Allemagne de prendre plus de responsabilités dans la politique internationale ou globale. Et ça se traduit justement dans une politique de développement plus intensive et moins militaire, disons. Ceci devient aussi, les interdépendances deviennent visibles dans le concept de sécurité intégrée, vernetzte Sicherheit, qui combine différents éléments de gestion de crise. Et ce concept est utilisé à la fois au ministère des Affaires étrangères, que de défense, que de développement, et inclut l'utilisation de la force militaire en passant par des négociations de paix jusqu'à la coopération économique et de développement. Donc, selon la perspective allemande, ceci contribue à la construction de régions sûres et stables, cette combinaison de différentes politiques en théorie. L'impact de la crise des réfugiés sur les relations avec les pays du Maghreb, depuis l'accroissement des mouvements migratoires en raison de la guerre en Syrie, le nombre des migrants en provenance des pays du Maghreb a également accru et ce développement est assez récent. Et le sujet a connu une nouvelle attention politique et dans l'opinion publique, notamment depuis les événements de Cologne du 31 décembre 2015. Je ne sais pas si c'était beaucoup traité dans la presse française. En tout cas, en Allemagne, il y a eu un débat quasiment hystérique sur cette question qui était très peu fondé de vraies statistiques ou d'informations solides. Et malheureusement, donc, il y a eu des accusations massives contre des migrants nord-africains en raison de violences sexuelles. La nuit du 31 décembre, surtout à Cologne, mais aussi à Düsseldorf et quelques autres villes. Et alors que les communautés nord-africaines qui vivent en Allemagne sont très petites comparées à la France, donc il y a environ 200 000 citoyens marocains, seulement 30 000 Algériens et environ 80 000 Tunisiens, qui sont plutôt bien intégrés et très peu présents dans le débat public ou dans les médias normalement. Mais le nombre de migrants a beaucoup accru donc l'année dernière, ou sensiblement accru. Il semble que pendant l'hiver 2015-2016, entre 3 000 jeunes hommes marocains sont arrivés en Allemagne par mois, voire au total environ 10 000 Marocains en une année, ce qui est beaucoup comparé au petit nombre de la communauté.
Et donc, un certain nombre de Marocains, Algériens et Tunisiens s'est fait passer pour des réfugiés syriens afin de pouvoir passer les frontières plus facilement. Et cette affaire a remué les relations diplomatiques d'une manière très sensible entre l'Allemagne et la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et les pays maghrébins, ils craignent évidemment maintenant que l'image de leur pays soit ternie et rajoute encore plus à la crise du tourisme, par exemple, en Tunisie ou au Maroc, qui se trouve en crise non seulement à cause des révolutions, mais aussi à cause de la situation sécuritaire. Donc, il y a eu beaucoup de réactions exagérées et très peu de réponses, de dialogue. En réaction, par contre, il y a eu des visites récentes du ministre du développement au pays des Maghreb et aussi quelques jours avant ou après du ministère de l'Intérieur. Et pendant ces visites, on a beaucoup parlé évidemment de la coopération de développement, mais aussi de cette affaire des réfugiés ou des migrants et des questions de refoulement. Et il y a des accusations réciproques comme quoi les pays du Maghreb ne sont pas prêts à reprendre ces migrants qui ne sont pas des vrais demandeurs d'asile comparés aux réfugiés de la Syrie. Mais c'est des sujets très sensibles. En tout cas, donc le ministre du Développement, il est parti en Afrique du Nord et il a redéfini ses objectifs actuels qui sont contribuer à la stabilisation politique et économique, promouvoir les impulsions économiques et contribuer à la création de nouvelles perspectives, surtout pour la jeune génération, donc soutenir la création d'emplois. Et ces objectifs ne sont pas totalement désintéressés. Et évidemment, donc, on cherche à freiner désormais plus fermement le nombre de personnes qui cherchent à partir vers l'Allemagne. Et il est également envisagé de réformer les conditions de refoulement des personnes n'ayant pas reçu l'asile politique et de leur offrir d'autres ou meilleures conditions de réintégration au retour dans leur pays d'origine. Donc il y a plus une nouvelle offre de programmes pour donner des perspectives économiques dans le pays d'origine avec des soutiens à la création d'entreprises, etc. Au Maroc, la politique allemande de développement soutient entre autres des projets dans la formation professionnelle ou la fameuse centrale solaire de Ouarzazate. Et il paraît que c'est aussi un projet qui permet l'accès à l'énergie propre pour 350 000 personnes, qui crée des emplois et qui réduit la dépendance des importations énergétiques. Un autre exemple en Algérie, c'est une université panafricaine en coopération avec l'Union africaine qui réalisait l'objectif là est de réduire les effets d'exode de cerveau. Et en Tunisie, on se concentre aussi beaucoup sur la question d'emploi, la création d'emplois, mais aussi sur le tourisme, l'eau et le développement de structures administratives dans les régions rurales. Mais évidemment, toutes ces approches ne suffisent pas à créer assez d'emplois pour... c'est seulement une toute petite partie qui peut peut-être aider d'une certaine manière de lancer une nouvelle dynamique économique, mais la dynamique doit venir du pays même, évidemment, mais aussi des investissements étrangers.
investissement de Tunisiens vivant à l'étranger inclus. Voilà, donc quasiment au même temps que le ministre du Développement, il y a eu une visite du ministre allemand de l'Intérieur qui a surtout discuté des questions de reconduite de demandeurs d'asile et de refoulement et de la coopération sécuritaire. Et aussi, il y a tout un débat sur la définition de pays de départ sûr, parce que jusqu'à présent, les pays maghrébins en Allemagne n'étaient pas définis en tant que pays de départ sûr, c'est-à-dire on n'avait pas le droit de renvoyer un migrant dans ce pays, alors que maintenant, il y a une initiative qui est déjà passée par le Parlement et qui doit encore passer par le Bundesrat, qui veut justement définir les pays maghrébins en tant que pays de départ sûr. Il y a des très fortes critiques de la part de Amnesty International ou du Parti des Verts qui a des grandes craintes que dans certains pays maghrébins, justement, les droits de l'homme ne sont pas assez respectés pour certaines minorités et que normalement, ces personnes aussi ont un droit à l'asile politique. Mais il faut une étude de cas par cas, en fait une étude de cas individuel. Et ça, ce n'est pas possible pour le moment à cause de la masse de migrants qui sont arrivés. Donc ça demanderait des mois ou même des années. Car on parle d'environ 1,3 million de réfugiés actuellement en Allemagne. Donc, si on dépose un dossier, le traitement, c'est-à-dire les administrations sont complètement débordées de traiter toutes ces demandes, indépendamment de toutes les questions d'intégration et de soins médicaux, etc. Bon, mais pour peut-être conclure, la crise, je vais couper un peu, la crise actuelle des réfugiés a démontré une fois de plus que la cohérence manquante entre les différentes politiques étrangères, développement et défense, mais aussi la cohérence manquante entre les différents acteurs de politique allemande de développement. La crise a également découvert de nouveau les résultats décevants, voire peu efficaces, de la politique de développement en termes de lutte contre les causes de la migration, telles que la pauvreté, les difficultés socio-économiques, les inégalités sociales, le chômage, participation manquante, changement de climat, etc. Donc, et elle a aussi démontré de nouveau les limites de cette politique face à des crises et des conflits armés. Après l'enthousiasme politique sur le printemps arabe, la déception et le désarroi a marqué ces dernières années. En conséquence de la guerre civile en Libye et du conflit syrien et du retour de l'autoritarisme en Égypte, la plupart des initiatives politiques et des programmes se concentrent désormais sur la Tunisie. La Tunisie est aussi donc, considérée comme le seul espoir qui reste, du moins pour le moment. Et une partie de la coopération avec les autres États a été suspendue. Mais la question comment l'Allemagne pourrait renouveler son approche avec cette région en tourmente reste ouverte et continue à préoccuper énormément la classe politique. Il manque des concepts convaincants et la recette est désormais en fait de miser sur les États soi-disant stables qui restent, l'Égypte inclus, mais aussi la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et la Jordanie, et de poursuivre une stratégie au jour le jour en fonction de l'agenda politique et des développements sur place. L'ancien mot d'ordre stabilisation avant démocratisation
est désormais devenu une sorte de consensus, bien entendu. Le mot d'ordre est devenu stabilisation et développement. Donc l'aspect de démocratisation a disparu ou est délibérément négligé, alors que les voix qui osent demander plus de soutien ou respect des droits de l'homme ou une suspension d'aide carrément au régime autoritaire, comme l'Égypte, ou bien un support plus intensif pour des petits groupes ou forces d'opposition démocratique dans les différents pays, ces voix sont devenues une minorité très petite. Après la vague de grande libération des acteurs de société civile dans les pays en révolte autour de 2011, nous observons aussi actuellement un retour de répression ou de réduction de la marge de manœuvre de ces acteurs de société civile, démocratique et séculaire. Cette réduction de marge de manœuvre, on la constate aussi sur le plan global quand nous pensons à la Chine, mais aussi dans la région MENA, notamment en Égypte ou la Syrie. Et c'est aussi un sujet très délicat ou difficile, par exemple pour les fondations politiques qui connaissent de plus en plus de difficultés à coopérer avec des acteurs de société civile dans des pays comme en Égypte, par exemple. Donc, une fondation importante, la fondation Adenauer, a dû quitter, par exemple, l'Égypte, et la fondation Böll, ils ont arrêté leurs activités pour le moment, et les autres sont là, mais sur un niveau très petit. Donc, ils ont déplacé leurs activités vers d'autres pays. Donc, la marge de manœuvre d'activité ou d'agir est devenue très petite, plus petit. Donc, toutes ces évolutions sont observées avec souci et préoccupation par une partie des responsables qui n'ont pas de solution en vue, et alors qu'une autre partie continue en fait business as usual et mise sur la continuation de dialogue avec les autocrates comme Al-Sisi en Égypte et la simple continuation de la coopération technique. Et je vais m'arrêter là pour prendre vos questions. D'abord, oui. Vous avez des micros baladeurs? Alors, première question, allons-y. Une ici, ensuite. Bon, alors, on va se prendre ici, et puis tout à l'heure, vous prenez M. Bagous. Oui. Parle près du micro. Oui, vous nous avez dit que les investissements étaient majoritairement en Tunisie. Est-ce qu'il y a des investissements allemands, par exemple dans la zone de Tanger, qui est une plateforme qui permet d'alimenter ensuite l'Afrique? S'il y a des investissements à Tanger. À Tanger, parce que notamment, il y a des usines qui se construisent, il y a des zones de logistique importantes. Est-ce que les Allemands sont présents dans la zone de Tanger? Concrètement, je ne peux pas vous dire, mais je suis plutôt sûre. En tout cas, l'Allemagne est très présente au Maroc. C'est même dans la liste qu'on ne pouvait pas lire parce que c'est trop petit. Le Maroc est même avant la Tunisie. Donc, il y a beaucoup de projets, surtout dans les énergies renouvelables, mais aussi dans plein d'autres domaines. Concrètement, dans la ville de Tanger, je ne peux pas vous dire, mais ça doit se trouver sur le site internet de la GIZ, où il y a une liste de tous les projets. Je pense que l'Allemagne est impliquée, mais je ne suis pas sûre. Merci. Monsieur Bagous. Merci pour la communication. J'ai quelques questions courtes et directes. Premièrement, est-ce que l'Allemagne dispose d'une politique africaine homogène pour tout le continent, c'est-à-dire pour ses anciennes colonies, au même titre que pour les pays de l'Afrique du Nord? Seconde question, partant du triptyque que vous avez cité, sécurité, migration, développement,
Pourquoi vous n'avez pas intégré, disons, le volet engagement militaire de l'Allemagne? Parce qu'on a évoqué à un certain moment une vente d'armes donc de l'Allemagne vers l'Algérie, du moins en 2013. On a évoqué un contrat de 2,7 milliards d'euros, pouvant rapporter à terme à ce pays 10 milliards d'euros. Ensuite, par rapport au projet Desertec, initié en 2009 par des opérateurs allemands, qui consiste en l'exploitation du soleil du Sahara algérien et d'autres pays maghrébins pour alimenter l'Europe. Alors, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un échec ou quelles sont, disons, les causes de cet échec? Est-ce que c'est une question de coût? C'est une question de changement climatique, aussi bien pour les pays du Maghreb que pour l'Europe aussi, qui peuvent se chauffer eux-mêmes? Ou alors, il y a le développement aussi du solaire en Europe. Autre question par rapport à l'accord de réadmission des migrations maghrébines vers l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, moyennant une aide financière pour des projets d'emploi et de formation professionnelle. Alors, justement, comment en est-on arrivé justement à ces accords, partant d'un petit problème que vous avez donc à juste titre mis dans son contexte, son vrai contexte? C'est une tempête dans un verre d'eau par rapport justement à cette affaire de Cologne, par rapport au nombre de migrants maghrébins en Allemagne. Comment on est arrivé justement à ces accords? Est-ce que ces accords peuvent être efficaces, les accords de réadmission des migrants maghrébins vers leur pays, sachant que le contexte maintenant des migrations, des mobilités est en plein débat, donc on n'est pas, il faut arriver à des conclusions peut-être après de longues années d'études et de controverses. L'aide économique et la conditionnalité politique. Vous savez que c'est un... ça suffit, oui. J'ai monopolisé la parole. Voilà, je crois qu'on va arrêter là. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais rebondir tout à l'heure. Voilà. Ok, alors pour le concept, un concept pour le continent africain en tout, il n'y en a pas, d'après que je sache. Mais justement, on distingue entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Moi, je connais seulement les questions pour l'Afrique du Nord. Mais il y a tout un concept pour l'Afrique subsaharienne. Mais je ne connais pas les détails, ce n'est pas mon sujet. La triade et les équipements militaires. Oui, l'Allemagne est aussi active dans le secteur militaire, mais très peu dans des vraies interventions militaires, c'est-à-dire dans le fournissement d'équipements et d'expertise, etc., mais pas avec l'envoi de soldats concrets sur place. Mais ce qui s'explique aussi par la tradition ou l'histoire allemande, qui est très sensible par rapport à cette question, et aussi les démarches pour faire partir des soldats allemands est beaucoup plus compliqué qu'en France, par exemple. Ça doit passer par le Bundestag, par plusieurs étapes de vote, etc. Donc, c'est le ministère de la Défense ou des Affaires étrangères n'ont pas une compétence, ou le président n'a pas une compétence d'envoyer directement dans une crise actuelle et comme c'est possible en France. Donc, ça explique aussi pourquoi il y a moins de présence ou participation dans des vraies interventions militaires. Mais il paraît que la coopération entre la France et l'Allemagne dans le cas du Mali, par exemple, a très bien marché, et le partage de compétences et de travail. L'Allemagne est aussi présent ou engagé en ce moment pour la sécurisation de la frontière entre la Tunisie et la Libye, par exemple. Donc là, il y a eu des experts militaires qui ont été envoyés et non seulement du matériel pour le combat anti-terrorisme de la Tunisie, mais aussi l'expertise et des fonds et de l'équipement.
Mais ça reste quand même dans toute la panoplie des activités d'Allemagne dans la région une partie très petite. Je crois, Mais Isabelle, oui. excuse-moi de t'interrompre, Oui. je crois que monsieur parlait de vente d'armement, faisait allusion notamment à un contrat avec l'Algérie. Pour répondre à cette question, est-ce que tu peux donner des précisions sur cette vente d'armement à l'Algérie ou plus simplement dire quelle est la place comme vendeur d'armement sur le Maghreb de l'Allemagne par rapport aux autres pays occidentaux? Je reprends bien le... Oui, là, malheureusement, je ne connais pas les chiffres, mais évidemment, l'Allemagne est un des exporteurs d'armes les plus importants sur le plan global. Et peut-être même à la deuxième place pour le Maghreb, mais je ne suis pas sûre. Vraiment, c'est pas... Deuxième place, c'est ça m'étonnerait. plutôt ton Deuxième place, expertise. ça m'étonnerait, Isabelle. C'est la Non, France. l'Allemagne n'a pas une position prédominante sur le Maghreb. Les nations prédominantes, c'est la Russie, c'est les États-Unis, c'est la France, dans une moindre mesure l'Italie. L'Allemagne vient, à mon sens, derrière tout ça. Quant à ce contrat, je ne pense pas que les éléments, je n'en ai pas non plus à vous donner. Ouais. Okay. Bon, c'est pas mon expertise. C'est pour ça que je me suis permis d'interrompre. Très bien. En tout cas, oui, par rapport au projet Desertec, qui était très discuté et très critiqué dans le passé, il est plus ou moins mort à ce stade-là, je pense. Mais les causes de l'échec étaient surtout que, les manques de financement, mais aussi, en fait, on a compris que les pays maghrébins, c'est plutôt dans leur intérêt s'ils produisent des énergies renouvelables pour leur propre consommation et non pas pour l'export. Et justement, pour des pays comme la Tunisie et le Maroc qui doivent importer de l'énergie, c'est une solution intéressante pour la propre consommation d'énergie. En plus, le concept des énergies renouvelables est normalement un concept décentralisé et ne pas de grandes centrales solaires, mais plutôt que les individus ou les ménages ont la possibilité de créer leur propre énergie. Et c'est aussi une solution très intéressante pour les régions défavorisées ou les régions un peu loin de tout, que ce soit au sud d'Algérie ou dans le sud du Maroc, qui, avec les cellules solaires, peuvent produire leur propre énergie. C'est un concept pour l'autosuffisance énergétique, disons, et avec une approche décentralisée. Donc, je crois que cette question a été un peu négligée par les grandes idées des premiers projets Desertec. Ensuite, il y a eu tous les tentatives de l'Union pour la Méditerranée aussi, ou des cadres de coopération euro-méditerranéen, de créer des plans solaires méditerranéens pour la Tunisie à son plan solaire, le Maroc à son plan solaire, etc. Mais dès le moment où on a essayé de vraiment faire avancer la coopération énergétique dans ce cadre de l'UPM, ça n'a pas marché. Donc le vrai plan solaire méditerranéen qui devrait être adopté dans une conférence à Barcelone, je crois, finalement, ça n'a pas marché, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique. Et ça fait qu'aujourd'hui, les grandes entreprises allemandes qui étaient investies dans Desertec se sont retirées petit à petit, comme RWE, Siemens, etc., mais aussi parce qu'ils ont des problèmes économiques eux-mêmes, comme RWE, par exemple, et l'initiative de Desertec est plus ou moins mort. Mais on voit qu'il y a des entreprises privées qui se lancent dans ce marché petit à petit, mais sur un plan plutôt individuel. Par exemple, en Tunisie, il y a des petites entreprises britanniques qui ont commencé à produire de l'énergie renouvelable. Et au Maroc, qui est le plus avancé dans les énergies renouvelables,
Et surtout en fait dans l'éolien et pas dans le solaire, aussi dans le solaire, mais donc la production a déjà commencé et là avec un grand soutien de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de l'Allemagne, mais aussi de plein d'autres pays. Donc il y a un très gros effort de coopération là pour une fois des bailleurs de fonds. Bon, les accords de réadmission, est-ce que... Ah oui, les accords... pourquoi ils sont... Oui, d'après ce que je sais, il y a déjà en fait des accords de réadmission, mais qui n'ont jamais été appliqués. Donc il y a des ententes bilatérales entre la France et tous les pays maghrébins, entre l'Italie et tous les pays maghrébins, entre l'Allemagne aussi. Mais en général, pour l'Allemagne, le chiffre était tellement petit que ça ne valait même pas la peine d'en discuter. Et ça n'a été jamais appliqué, sauf dans quelques petits cas précis. Maintenant, de combiner ça avec une aide à la création d'entreprises, c'est seulement une annonce politique. Pour le moment, je n'ai encore rien vu de concret et d'écrit sur les conditions de ces aides de retour, disons. C'est en train d'être développé, mais ce n'est pas encore très précis. Et ça va dans le même sens que le concept des partenariats de mobilité, qui était le droit européen pour les États membres de signer sur le plan bilatéral ce genre d'accord. Voilà. Autre question? Oui, madame. J'ai pu observer qu'il y avait beaucoup de fondations de partis politiques, comme la fondation Friedrich Ebert, je crois qu'elle est liée au SPD, notamment au Maroc. Quel est le rôle aussi de ces fondations-là, qui ont aussi des programmes de développement, et comment elles se financent et comment elles sont reconnues par l'Allemagne, comment elles sont supportées par l'Allemagne? Merci. Oui, les fondations politiques font partie donc, de cette panoplie d'acteurs de société civile que j'ai mentionnée. Et c'est aussi un cas très particulier dans l'histoire allemande, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, on a décidé de créer ce genre de fondation politique pour assurer justement une politique étrangère pluraliste qui permet au monde entier de voir qu'il n'y a pas une seule voie en Allemagne qui définit la politique étrangère, mais qu'il y a toute un éventail de positions politiques et d'idéologies politiques différentes. Ça, c'était l'idée comment ces fondations ont été créées. Ils ont une grande tradition en Allemagne et ils complémentent en quelque sorte la politique étrangère du ministère. Ces fondations sont indépendantes quand même des partis politiques. Ils ne sont pas financés par le parti politique, mais par le ministère des Affaires étrangères et en partie par le ministère du Développement. Ça dépend du genre de projet et des pays où ils sont actifs. Mais ils sont vraiment, c'est une association, sous forme d'association, indépendante du parti politique, mais proche du parti politique. C'est-à-dire chaque parti a une fondation, sauf les tout petits partis, qui est proche sur les valeurs, sur les objectifs politiques. Mais le parti politique ne va pas dire à la fondation tu dois faire ça et ça. Ils ont toute une administration et direction indépendante. Et le budget des fondations politiques dépend de leurs résultats dans les dernières élections législatives. C'est-à-dire si le SPD a perdu pendant quelques pourcentages, le budget va se réduire dans les prochaines 2-3 années. Et si le FDP a perdu tous ses sièges dans le Parlement, la fondation Naumann, elle est même menacée à long terme de disparaître, disons. Donc, et les budgets, évidemment, jusqu'à présent, les chrétiens démocrates, CDU et SPD étaient les partis les plus importants. Donc, Fondation Adenauer et Friedrich Ebert étaient les plus
les plus importantes, mais c'est en train de changer parce que la SPD a perdu beaucoup de voix, par exemple. Et il y a eu la Fondation Böll des Verts qui était assez petit au début, mais qui est en train de se développer, de devenir plus important, qui est très engagé sur les questions de développement et qui vient d'ouvrir un bureau en Tunisie, par exemple, et au Maroc. Oui, et ils sont... c'était quoi la question sur comment ils sont aperçus? Comment elles fonctionnent et puis si elles sont partout au Maghreb, partout dans le monde. Oui, ça dépend de leur grandeur. Justement, les grandes fondations ont des bureaux dans presque tous les pays du monde. La Fondation Ebert et la Fondation Adenauer. Mais les plus petites, comme Naumann, des libéraux ou Böll, ils ont... Oui, Böll, par exemple, a un bureau en Tunisie au Maroc, mais pas en Algérie ni dans d'autres pays. Plutôt un peu éparpillé, disons. À titre d'illustration, donne-nous, s'il te plaît, les fondations présentes en Algérie, Tunisie, Maroc. Bon. Oui. Ceci, parce que ça va permettre à l'auditoire de prendre conscience de l'ampleur de cet outil. Bon, d'après de l'Algérie, je ne suis pas sûre, mais au Maroc et en Tunisie, je pense qu'ils ont tous des bureaux, sauf Rosa Luxemburg. Donc, ça veut dire Friedrich Ebert Foundation, Konrad Adenauer, Friedrich Naumann pour les libéraux, Heinrich Böll pour les Verts et Rosa Luxemburg, elle est assez récente aussi, donc du parti Die Linke, l'extrême gauche. Ils ont ouvert un bureau en Tunisie, mais ils n'ont pas de bureau ni en Algérie ni au Maroc. Et les autres sont présents dans tous les pays, sauf en Algérie, qui n'est pas très ouvert à ce genre de coopération. Justement à cause des questions de société civile. Donc là, il y a eu des bureaux, mais la marge de manœuvre était très petite, où les activités ont été très, très réduites. Mais le cas plus difficile, c'est l'Égypte, en fait, où donc le bureau de la Fondation Adenauer a dû plus ou moins fermer. Et il y a eu les associations de sociétés civiles qui ont coopéré avec cette fondation ont été emprisonnées même. Et le directeur du bureau, le directeur allemand du bureau, était aussi menacé d'emprisonnement. Et il ne voulait même pas le laisser partir du pays. Donc, il y a eu des procès. C'était une crise assez grave. Et aussi pour les relations diplomatiques, parce qu'Angela Merkel est intervenue, le président du Parlement allemand, il y a vraiment sur un très haut niveau des interventions pour résoudre cette question. Et l'État égyptien n'a pas du tout cédé. Bon, on va prendre quelques dernières. Ouh là là. Bon, on va les prendre. Tu as de quoi noter? On va les prendre toutes ensemble. Hein. Donc, monsieur là, qui était derrière, qui demandait tout à l'heure. Bonjour. Merci Vous faites court pour l'intervention. On prend les unes après les autres. Deux questions courtes. Par rapport à la France, il y a un élément sur lequel la ligne politique de développement allemande est assez décomplexée. C'est sur le rapport diplomatie économique, promotion des activités des entreprises allemandes. Et quel est le niveau, vous confirmez le niveau à peu près de débat à ce niveau-là en Allemagne, parce qu'en France, il y a le PAN qui est centré sur la protection, sur le règlement des objectifs de développement durable, lutte contre la pauvreté, et qui voit d'un mauvais œil cet aspect diplomatie économique. Donc, quel niveau en Allemagne? Le deuxième, sur un autre élément qu'on peut juger comme décomplexé, sur la mise en objectif de réduire la migration directement dans les pays de départ. Est-ce qu'il y a une certaine réflexion de l'aide de développement allemande sur les pays qui sont actuellement en crise? Est-ce qu'il y a des moyens d'intervention en Libye, en Syrie notamment, outre qu'humanitaires, outre que sécuritaires, qui concernent vraiment l'aide au développement? Monsieur. Bonsoir, merci pour votre présentation.
Une question très courte. Je voudrais faire le lien entre le terrorisme qui peut-être risque de se développer, comme l'actualité l'a encore montré aujourd'hui sur le territoire européen, et l'aide au développement allemande. Je voulais savoir si si le terrorisme devait se développer en Allemagne, est-ce que ça pourrait, à votre avis, porter un coup négatif sur l'aide au développement, la future aide au développement allemande? Puisqu'au départ de votre présentation, vous expliquiez que 80% des Allemands soutenaient une politique de développement intensifiée. Ok, voilà. Merci, monsieur. Ici, là. Merci, bonsoir Daniel Huillet. Sur le suivi de l'efficacité de l'aide au développement dans les pays du Maghreb, sur l'efficacité économique, aujourd'hui, pour 1 euro investi, combien d'euros en retour aujourd'hui et combien d'euros estimés en retour dans 10 ans? Est-ce qu'il y avait une question encore ici, il me semble? Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Ma question, c'est par rapport à la réduction des flux migratoires des pays de l'Afrique du Nord, par l'exemple de la Tunisie. Aujourd'hui, l'Allemagne a investi pour la création de l'emploi dans ce pays, alors que la législation par rapport à l'emploi dans le secteur privé, elle n'est pas aussi efficace. Et qu'on voit que, par exemple, le nombre de chômeurs diplômés qui est à peu près à 300 000, dans la majorité, qui vont tous vers la fonction publique parce qu'ils savent qu'il n'y a pas vraiment une sécurité dans l'emploi dans le secteur privé. Merci. Bien, tu as 5 minutes. Ok, je vais essayer. Oui, donc, je ne suis pas sûre d'avoir compris la première question sur la diplomatie, le débat entre diplomatie économique et les défendeurs, disons, du développement durable. Tu veux qu'on fasse préciser la question? Oui, peut-être. Précisez votre question, mais en quelques mots. En quelques mots, comment les stratèges de l'aide au développement allemand jugent la promotion des activités et la promotion des intérêts des entreprises allemandes au regard de l'aide au développement? C'est ce qui est actuellement une question problématique en France, parce qu'il y a des défenseurs on doit se situer au sein des pays d'intervention, on doit agir sur les tenants et les aboutissants de l'aide au développement, sur la réponse aux objectifs de développement durable, à la réponse sur la lutte contre la pauvreté, mais pas par contre privilégier les entreprises françaises. Donc, comment on se situe en Allemagne sur ce pan-là? Je crois que le débat se joue plutôt entre justement les défenseurs d'une approche plutôt sociale et d'une approche plutôt économique, comme j'ai essayé de démontrer. Et en fonction du décideur en place, il va favoriser telle ou telle approche. Et mon impression personnelle, sur le plan actuel, on voit qu'une partie des acteurs de développement sont plutôt actifs dans la redynamisation du secteur privé, tout en combinant ça avec leurs propres intérêts économiques des entreprises. Et par exemple, les rôles des chambres de commerce est assez important dans cette question. Et la chambre de commerce tuniso-allemande, par exemple, elle est très active en attirant des entreprises allemandes qui investissent en Tunisie. Il y a 250 entreprises allemandes, mais qui en même temps ont toujours un aspect de développement. Mais je ne peux pas le chiffrer, mais senti, je dirais, ils font 80% d'économie et de business et 20% de développement à côté. Mais ces 20% sont assez intéressants. Il y a des projets très intéressants, notamment sur la formation professionnelle ou sur la question d'inadéquation des diplômes. Donc, il y a un projet qui s'appelle CORP, par exemple, qui est soutenu par la GIZ et la Chambre de commerce tuniso-allemande, qui essaye de placer
des diplômés chômeurs académiques en faisant un conseil professionnel de carrière, en leur offrant des formations supplémentaires mais rapides qui leur permettent un peu de temps d'acquérir quelques compétences en plus et ils essayent de leur trouver un travail. Parfois, dans les entreprises allemandes, comme ils ont l'accès sur tout le réseau des entreprises allemandes en Tunisie, mais aussi dans d'autres entreprises. Et ce projet, c'est un projet pilote qui est organisé par un jeune Tunisien très actif et très doué. Il a réussi en quelques mois à placer déjà, je ne sais pas combien, disons une centaine de diplômés. C'est un petit projet pilote, mais intéressé et qui en fait donc une complémentaire aux activités économiques des entreprises allemandes. Et bien d'autres projets où une unité de formation professionnelle a été intégrée dans une boîte de textile allemand en Tunisie. Donc il y a des initiatives qui essaient quand même de combiner l'intérêt économique avec une dimension de développement, je pense. En ce qui concerne le terrorisme, si le terrorisme augmente en Allemagne, j'espère pas, mais je pense pas que ça va donner un coup à l'opinion publique de réduire. Au contraire, ça va plutôt renforcer la demande qu'on doit faire encore plus, soutenir encore plus pour donner plus de... Laissez le conférencier s'exprimer. Oui, d'accroître les perspectives personnelles, professionnelles, économiques, socio-économiques dans les pays afin d'éviter qu'il y ait un essor de terrorisme. C'est mon avis personnel, je n'ai pas de preuves pour ça. Comment réduire les causes? Les possibilités d'intervention en Syrie et en Libye sont très limitées. En effet, c'est surtout l'aide humanitaire en ce moment, mais il y a beaucoup d'efforts pour soutenir les pays voisins de la Syrie, par exemple de soutien aux réfugiés syriens qui sont installés en Jordanie, au Liban, et aussi avec même des programmes d'intégration ou soutien socio-économique, mais aussi des programmes d'emploi temporaire. Donc il y a un effort surtout de soutenir les pays autour. En Libye, il y a un débat qui vient de commencer. La semaine dernière, il y a eu une première conférence au sein du ministère pour réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire en Libye si jamais la situation se calme. Ou des scénarios post-conflit. Et là, toute la machinerie se met déjà en route. Donc la GIZ est en train de réfléchir, le ministère, les fondations, tout le monde fait déjà des propositions concrètes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de rétablir des structures aussi administratives ou des structures étatiques, etc. Ou comment soutenir le processus électoral, etc. Mais pour le moment, c'est en train de se préparer, mais ça n'a pas encore démarré. Et pour finir, peut-être un mot sur les diplômés chômeurs et le problème de redynamiser le secteur privé, surtout en Tunisie. À mon avis, oui, ça c'est un grand problème, justement, qu'il n'y a pas cette dynamique dans l'économie, par des investissements manquants, mais non seulement par les investissements d'entreprises européennes, mais aussi, par exemple, les Tunisiens qui vivent à l'étranger n'investissent pas non plus en Tunisie. Donc, il faut faire un effort de mobilisation aussi de ces investisseurs. Mais la situation de la sécurité, en plus, la crise, le conflit libyen ne crée pas un climat qui est vraiment propice à l'investissement en ce moment. Donc, c'est un moment très difficile pour la Tunisie. Et en attendant, il y a,
je crois, 70 000 diplômés qui arrivent chaque année de plus sur le marché du travail. Et d'après mes chiffres, il y a à peu près 50 000 chômeurs, dont un tiers diplômés chômeurs. Mais en plus, il y a tous ceux qui ne se sont pas enregistrés en tant que... Donc, on parle en fait du nombre double. Donc, apparemment, en plus de 1 200 000 de chômeurs. Et aussi toute cette partie de jeunesse dont j'ai parlé, les 25% qui sont inscrits ni dans une école, ni dans une formation professionnelle, ni dans un emploi, qui sont très difficiles à contacter ou à les intégrer dans des projets concrets. Mais l'approche de l'Allemagne, elle peut seulement aider un tout petit peu, je pense, dans ce problème surtout économique et politique. Et il y a plusieurs projets pilotes, comme j'ai décrit, qui peuvent peut-être donner au moins quelques petites impulsions. Voilà, il nous reste à remercier Isabelle de s'être déplacée pour nous apporter ces éclairages. Cette conférence avait pour but de vous sensibiliser à la complète différentes appréciations entre, par exemple, un pays comme la France et l'Allemagne face à la coopération qu'elle peut engendrer avec les pays du Maghreb. Deux démarches différentes, deux appréciations différentes et surtout des instruments complètement différents, avec, très honnêtement, présenté par Isabelle, ses côtés forts et ses côtés faibles. Mais je pense qu'il est intéressant de voir que d'autres pays en Europe approchent cette coopération de façon complètement distincte. Merci. On a un rafraîchissement comme à l'habitude. Vous pourrez continuer à poser des questions.